Cotonou, ou littéralement, l'embouchure du fleuve de la mort en fond, la langue la plus parlée du Bénin. Aujourd'hui, on peut dire que la ville porte mal son nom, tant la plus grande agglomération du Bénin est vivante. Ancienne zone marécageuse, peuplée de pêcheurs, la ville fut fondée par le roi Guézo d'Abomey en 1830, pour des besoins liés essentiellement à la traite. Une traite qui a marqué l'histoire du pays. Français et Portugais auraient déporté près de 2 millions d'hommes et de femmes. Aujourd'hui, Cotonou est la capitale économique du Bénin, pays multiethnique et multiconfessionnel. On y pratique l'islam et le christianisme, mais surtout le vaudou, dans lequel tout le monde se retrouve. L'agglomération de Cotonou a quasiment atteint les villes voisines de Ouidah et Porto Novo, pour former une mégapole de près de 2,5 millions d'habitants. La ville recouvre désormais l'intégralité de la bande de terre qui se situe entre l'océan Atlantique au sud et le lac Nokoué au nord. Elle est internationalement connue pour son marché d'Antokwa, le plus grand marché à ciel ouvert d'Afrique de l'Ouest, mais surtout pour ses fameux taximotos, les Emidjans. Et pour découvrir Cotonou, rien de tel qu'une virée en zème, comme on les nomme ici. Symbole de la ville, ce moyen de transport fait partie du quotidien de ses habitants et de Romaric, architecte et photographe. Zem, c'est Zemidjan. Et Zemidjan, ça veut dire prends-moi en même temps, prends-moi sur le champ. Vous sortez de chez vous, vous ouvrez votre portail, vous l'appelez. C'est un taxi-moto qui vous dépose exactement devant votre destination. C'est bon marché, c'est tout bénef. Enfant de Cotonou, Romaric est parti faire ses études à l'étranger. Il a finalement décidé de revenir s'installer au Bénin. Cotonou, c'est une ville qui est en pleine mutation, qui bouge beaucoup par ses infrastructures, par son dynamisme, par l'entrepreneuriat qui s'y opère et aussi par ses acteurs qui font la ville. Il fait partie de cette nouvelle génération d'Africains qui ont décidé de ne plus exporter leurs talents à l'étranger. Il y a une grosse vague de Béninois de la diaspora qui rentrent, qui se disent justement qu'il faut bâtir le Bénin, qu'il faut bâtir l'Afrique. Je suis rentré pour contribuer à cette redéfinition de la ville architecturale. Rentrer dans une continuité de réalisation d'ouvrages, d'infrastructures qui puissent épouser les usages et les réalités locales, et non un copier-coller d'infrastructures occidentales. Et justement, pour créer une architecture propre à la culture béninoise, Romaric nous emmène découvrir un lieu central et historique de Cotonou, la place de l'Étoile Rouge. Vous avez beau faire le rond-point N fois, vous apercevez en fait aucune étoile. Il n'y a pas d'étoile. En effet, en arrivant sur la place, vous ne trouverez que la statue d'un homme armé d'une kalachnikov et d'une bêche, dans un style purement soviétique. Et là-haut. Pour profiter de l'étoile, il vous faudra prendre de la hauteur. Mais la place de l'Étoile Rouge est avant tout une trace du passé béninois. Après avoir obtenu son indépendance en 1960, le pays adopte dans les années 70 une politique communiste. Un monument, ça représente à un moment donné une histoire ou un mouvement de protestation ou de victoire. Donc je tiens compte de cette valeur patrimoniale dans la conception de ce que je fais aujourd'hui comme architecture dans la ville. Une période communiste qui, au-delà de marquer l'histoire, a influencé l'urbanisation et le développement de Cotonou. Dans la période de l'indépendance, dans les années 70, il y avait vraiment cet esprit de grandeur où il fallait centraliser, monumentaliser les artères, les places. Donc il faut dire que la vraie dimension de développement urbanistique a commencé autour de ces années-là. Un autre monument, à une course de zème d'ici, nous en apprend plus sur cette période méconnue de l'histoire africaine et béninoise.
En 1972, le jeune capitaine de l'armée Mathieu Kérékou prend le pouvoir par un coup d'État. Dès 1974, il adopte une idéologie marxiste-léniniste et renomme la République du Dahomey en République populaire du Bénin. La place des Martyrs est l'un des symboles de cette période. Romaric y retrouve son cousin Patrick, professeur d'histoire et muséologue. Comment tu vas? Ça va bien? Désolé pour le retard. Hein. Ça nous arrive de nous asseoir dans un bon maquis à Cotonou, autour d'un bon verre, et il me raconte l'histoire de Cotonou. Ça me donne toute une autre dimension. Ça me donne justement cette fibre d'inspiration pour pouvoir apporter une identité locale et qui soit typique. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur cette expérience communiste menée par Mathieu Kérékou. Son programme, c'est de mettre fin à ce qu'il appelait le néocolonialisme. Le Bénin devait se donner l'obligation de supporter tous les mouvements indépendantistes à travers le monde. On peut dire que c'est un refuge de révolutionnaires. En pleine guerre froide, le Bénin se retrouve dans le viseur des grandes puissances, dont la France. Le 16 janvier 1977, un groupe de mercenaires débarque à Cotonou pour renverser le pouvoir. C'était un dimanche, donc tout le monde était au repos. Le président Mathieu Kérékou fait un discours pour dire que la maison nationale est en danger et qu'il fallait que tous les Béninois, où qu'ils se trouvent, se rendent prêts pour lutter contre l'envahisseur. D'ailleurs, quand vous voyez ce monument-là, vous voyez au milieu un militaire avec sa kalachnikov, mais des deux côtés, vous avez des civils avec des armes blanches. Donc, les militaires ont réagi, mais tous les citoyens sont sortis, chacun avec son arme, pour mettre fin à cette tentative de déstabilisation. Ce groupe de militaires sous la direction de Bob Denard se rend compte que ça risque de ne pas tourner à leur faveur. Donc, très rapidement, après 1 heure ou 2 heures, ils ont dû s'en aller. Donc, c'était une victoire de l'armée béninoise aidée de la population béninoise. Si le communisme est abandonné en 1990, les événements de 1977 font toujours la fierté des Béninois et servent de leitmotiv aux nouvelles générations. Ce que j'apprécie déjà, c'est le courage de ce Bénin qui s'est levé et qui ont arrêté justement ce putsch qu'avait initié Bob Denard avec ses mercenaires. Au-delà de la valeur historique et symbolique, ces monuments ont aussi une valeur urbanistique. Si vous regardez dans la plupart des pays où il y a des monuments, il y a des voies, des boulevards et des avenues qui convergent vers ces monuments. Donc il y a une synergie non seulement urbanistique, mais aussi visuelle et patriotique que je vois dans ce type de monument. Au poteau les mercenaires, les impérialistes hors de notre Afrique. Chants révolutionnaires, monuments et grands boulevards ne sont pas les seuls legs de cette période. Aux abords de l'aéroport, dans le quartier de Woyo, se trouve un potager urbain de 15 hectares. Romaric nous fait visiter cet endroit atypique où des centaines de Béninois s'adonnent au maraîchage en plein cœur de la ville. Là, vous pouvez voir, c'est la piste d'atterrissage. Donc on voit bien les luminaires sur le tracé qui donne sur l'aéroport. Et puisque cette zone elle est inconstructible, et bien évidemment, il fallait occuper le foncier. Donc ça a été utilisé pour faire de l'agriculture urbaine. Donc on fait de la culture dedans qui sert justement de jardin aux familles et aux coopératives. Seul l'atterrissage des avions vient perturber le calme de ce havre de paix. Ici, chacun peut prétendre à une parcelle. Depuis 1972, le fonctionnement est basé sur l'entraide. 5 coopératives se partagent le site. Charles est le président de l'une d'entre elles. Bonjour mon cher Charles. Bonjour monsieur Romaric, ça va bien? Ça va bien? Oui, ça va bien. Ok, et la Oui. famille? Ça va bien. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Maintenant, je suis sur ma parcelle. Ah d'accord, ça on est chez vous. Oui. Oh, ici, c'est le village à part entière de Cotonou. Un village dans lequel on sème et on arrose sans engrais chimiques ni pesticides. Tout naturel. Alors, les coopératives sont là pour réglementer tout ça là. À l'heure où toute l'Europe se met au bio et prêche le retour à la terre, cette initiative de potager urbain n'est pas nouvelle à Cotonou. Et André. Comment ça va? Merci. Bonjour monsieur Dequelon. Fondé en 1972 par une trentaine de pionniers, le potager réunit aujourd'hui
334 agriculteurs citadins. André est là depuis le premier jour. Je suis parmi les 31 fondateurs de ce site-là. Ce travail-là, c'est pour tous les jours. Si tu travailles tous les jours, tu as le rendement et tu auras de quoi vivre. Ce n'est pas mal. Enclave rurale dans la ville, le site maraîcher de Woyo est aussi un acteur économique de la vie cotonoise. Tout ce que nous faisons ici, nous prenons un tout petit quantité dedans et nous mangeons. Le reste, c'est le marché. Nous servons les marchés. Ça nourrit tout Cotonou. Et c'est un lieu à visiter. C'est un lieu à visiter par tous les étrangers. Tout le monde, on ne refuse pas. Au revoir, merci. Vous avez aujourd'hui des cœurs vibrants dans la ville qui font que Cotonou bouge de façon exponentielle. Mais en même temps, il y a encore ce côté villageois. Je ne dirais pas qu'il y a un village dans la ville, mais je dirais plutôt une ville autre que celle qu'on a en Occident. Une ville africaine. Une ville africaine qui continue de vibrer une fois la nuit tombée. Le centre dirigé par l'artiste Dominique Zimpe est l'un des nombreux lieux de culture que l'on trouve à Cotonou. Expositions, projections, rencontres mais aussi concerts. À l'affiche ce soir, le Gangbé Brass Band. Formé il y a plus de 25 ans, le groupe rayonne à l'international sans pour autant oublier ses racines. On a commencé à Cotonou et toutes les fois qu'on sort du Bénin, cette ville-là, elle nous manque. On se ressource ici. Tout nous parle ici. Tout nous inspire ici. Le Gangbé s'inscrit dans la longue lignée des légendaires groupes béninois des années 60, tels l'orchestre Polyrythmo. Rythme vaudou, afrobeat, jazz. À l'image du Bénin de Cotonou, un mélange de tradition et de modernité. Et c'est parti pour les Gangbé Brass Band du Bénin. Je ne sais pas qui sont deux vrais amis. Je ne sais pas qui sont mes amis. Notre musique est une musique pour danser, c'est une musique de partage et de rencontre. C'est l'identité béninoise qui est retrouvée à travers notre démarche musicale. Je ne sais pas qui sont deux vrais amis. Je ne sais pas toujours qui sont mes amis. Ça m'étonne qui sont deux vrais amis. Je ne sais pas toujours qui sont mes amis. Ici, c'est la fête, c'est la débandade. Voilà, bienvenue à Cotonou et on fait la fête. Merci beaucoup. Cotonou est une ville d'eau. Au nord de la ville se trouve l'embarcadère qui vous fera découvrir l'un des plus beaux paysages du pays, le lac Nokwe. David et Fola sont entrepreneurs et le lac est devenu leur lieu de travail. Beaucoup de gens ne connaissent pas cette zone-ci. Parce que pour y aller, il faut prendre le bateau, il faut connaître, etc. C'est une zone un peu préservée. Et donc, nous, quand on vient ici, on en profite aussi pour se mettre au vert, pour profiter du calme, de sortir de la ville de Cotonou. Après avoir terminé leurs études en France, ils se sont installés à Cotonou pour fonder Greenkeeper Africa. Aujourd'hui, c'est en bateau qu'ils rejoignent leur lieu de travail de l'autre côté du lac. Greenkeeper Africa, c'est une entreprise qui travaille sur la valorisation d'une plante invasive qui est la jacinthe d'eau. La jacinthe, en dépit de sa beauté, quand elle est aussi importante que vous la voyez là, c'est un problème environnemental majeur. Ça dégrade la qualité de l'eau, ça entraîne la prolifération de moustiques, ça diminue les poissons qui peuvent vivre dans l'eau. Effectivement, là, on est dans une zone très envahie par les jacinthes d'eau. La plante a une capacité de reproduction qui est phénoménale, puisqu'on dit que 2 plants de jacinthe peuvent produire jusqu'à 800 000 plants en 6 mois. La jacinthe fut rapportée d'Amazonie par les colons afin de décorer leurs étangs. La décoration est réussie, mais à quel prix? On a longtemps essayé de l'éradiquer, mais aucune de ces méthodes, jusqu'à aujourd'hui, n'a porté de résultats probants. Donc finalement, l'idée, c'est de se dire, bon, OK, au lieu d'essayer de l'éradiquer, trouvons des moyens innovants pour essayer de la valoriser.
Mais en plus, on en fait profiter de la communauté, donc c'est parfait. Car aussi surprenant soit-il, le lac est habité. En plein milieu de l'étendue d'eau se trouve la cité lacustre de Gamvier. Gamvier, ce terme est horrible, on l'appelle Venise d'Afrique, alors que ça n'a rien à voir avec Venise. En effet, si la beauté de Gamvier est comparable à celle de Venise, son histoire ne l'est pas. La cité lacustre fut fondée au XVIIIe siècle par des populations qui fuyaient les razzias esclavagistes. Aujourd'hui, environ 30 000 personnes vivent toujours dans ces habitations sur pilotis. Il y a une vraie vie dans cette ville. Elle a un cachet, elle a quelque chose d'indiscutable qui peut attirer beaucoup de monde, qui peut réellement créer des activités économiques. Sur tout ce lac-là, il y a un potentiel énorme qui n'est jusque-là pas vraiment mis en valeur. Un potentiel que les Greenkeepers ont bien compris. L'idée est simple. Travailler main dans la main avec les communautés pour transformer la jacinthe en fibres absorbantes dédiées aux industries polluantes. Leur bioraffinerie de Sohava fait aujourd'hui travailler près de 1000 personnes. Bonjour. Et quoi bon? Ça tombe très bien parce que c'est le petit groupe de femmes avec lequel on a démarré l'activité. Elles ont collecté la jacinthe et elles sont en train de retirer les feuilles et les racines, de les sécher d'abord, afin d'en faire des balles. Et ces balles nous seront vendues. Une fois les ballots récupérés, ils sont hachés, conditionnés et distribués aux entreprises pétrolières et polluantes, au Bénin comme à l'étranger. Et donc ils utilisent ces produits-là, mais conditionnés soit en sac, soit en coussin, en boudin, ou avec des kits d'intervention qui sont soit des sacs, soit des kits mobiles qui peuvent permettre d'intervenir rapidement sans perdre de temps sur un site où un accident est survenu. Basée sur une idée simple, la réussite de David Efola ouvre la voie à un entrepreneuriat novateur et 100% béninois. Des initiatives comme Greenkeeper Africa, nous souhaitons les voir se multiplier au Bénin, à Cotonou, pour que chaque défi socio-environnemental puisse être géré à partir du Bénin avec des solutions qui nous sont propres et qui concernent nos problèmes. Les challenges, ils sont là, ils sont devant nous et il faut se battre ici, localement, avec nos moyens. C'est que comme ça qu'on va avancer. Et la réussite, elle est ici. À quelques kilomètres à l'ouest de Cotonou, en longeant la côte, vous empruntez la route des pêches. Cette ancienne piste sera bientôt transformée en 4 voies afin de rapprocher un peu plus Cotonou la moderne de Ouida l'historique. Lieu chargé d'histoire et recueil de la mémoire du peuple béninois, Ouida est une ville singulière et ses habitants en ont conscience. Mon but à moi, c'est de beaucoup plus faire connaître ma ville, de promouvoir la culture de Ouida, faire connaître véritablement la vraie version de notre culture, de notre identité au monde. Modeste est une figure locale. Il a décidé de valoriser l'identité béninoise et le vaudou. Forcément, chez nous, le temple Python en face de la cathédrale, c'est dire qu'il y a une bonne cohabitation. Ici, les religions cohabitent assez pacifiquement. On va là-bas, si ça ne marche pas, on peut revenir de l'autre côté, comme ça serait sûr que ça marche. Le temple des Pythons est une étape touristique incontournable pour tous ceux qui souhaitent découvrir le culte vaudou, mais surtout pour les amateurs de reptiles et d'écailles. Petit-fils de la prêtresse du temple, Modeste nous fait visiter les lieux. C'est un peu comme une église, où les adeptes du Python peuvent venir faire des vœux, demander tout ce qu'ils veulent. Représentant la divinité Dan, ces pythons sont le symbole de la ville et font partie du quotidien des habitants de Ouida. Et la plus grande partie des pythons, on les trouve plus dans les maisons. Il y en a sous le lit des gens, derrière l'oreiller, à la cuisine, il y en a partout. La plus grande partie des pythons, c'est chez les gens. Ici, le python, c'est l'animal sacré de la ville. D'ailleurs, quand vous le retrouvez chez vous, c'est une purification. Voilà, s'il y en a qui veulent le mettre autour du cou, c'est une purification. Pour vraiment comprendre le culte du vaudou, Modeste peut vous guider vers le bon interlocuteur, Sa Majesté le Roi,
Dagbo Ounan Ouna II. Entouré de sa cour et des autres dignitaires, il est le roi de Ouida et le chef suprême du culte vaudou. Vaudou signifie aller chercher la paix. C'est basé sur un certain nombre de tolérances. Le respect de l'autre, l'acceptation de la différence, la recherche de l'harmonie. C'est une religion universelle. C'est la science même de la vie. Du Brésil à Haïti jusqu'en Louisiane, la religion vaudou a été répandue au XVIIe siècle par les esclaves venus de cette région de l'Afrique. Sacrifices, sorcellerie, pratiques occultes. Le vaudou est affecté d'une mauvaise image véhiculée par les Occidentaux. Pour nous, c'est très difficile aujourd'hui de le démystifier. Parce qu'on pense que le vaudou, c'est du mal. Alors il faut l'ouvrir aujourd'hui pour montrer à ceux qui pensent que le vaudou, c'est du mal, c'est du bien. C'est une religion à part entière. Pour mieux comprendre le fonctionnement et les rites de cette religion, rien de tel que d'assister à une cérémonie en compagnie de Modeste. Le chef vaudou ne peut rien faire au hasard. Tout ce qu'il fait, il le fait sur consultation de l'oracle. L'oracle est le messager des divinités. C'est lui qui transmet aux prêtres le chemin à suivre. Vous avez tel problème, ok. Hop, il fait sa petite consultation. Il vous dit, il faut faire des offrandes à telle ou telle divinité. Après cela, le chef, il note exactement les divinités qui ont répondu, les divinités qui veulent qu'on leur fasse des offrandes. Problème dans la communauté, dans son travail, dans son mariage, on vient consulter les dieux pour trouver une solution. Alors il dit, la divinité de la mer que nous appelons Agbé, le dieu de la mer, dit que cette année, il faut lui faire des offrandes pour que la pluie tombe, que les récoltes soient bonnes, qu'il y ait beaucoup de naissances, que le Bénin, Ouida principalement, le monde entier du vaudou se porte parfaitement bien. Une fois que l'on sait à quel dieu s'adresser, le chef vaudou entre en scène. C'est l'heure des offrandes. Noix de cola, maïs et surtout alcool. L'alcool, c'est pour permettre à ce que les divinités se réveillent plus, donnent plus d'énergie et d'envoyer ces énergies positives à travers chacun de nous. Alors du coup, si les divinités sont contents, c'est qu'il faut boire beaucoup de gin. Comme ça, vous êtes contents aussi. La cérémonie terminée, place à la danse. Quand vous voyez les danses qui arrivent, la musique qui arrive, c'est pour mettre tout un chacun de nous dans un état d'aisance, dans un état d'harmonie, dans un état de fraternité. L'autre est avec moi, on est ensemble. Ça constitue déjà en toi un médicament. Si Ouida est la capitale du vaudou, la ville est aussi connue pour avoir été l'un des centres principaux de la traite. On sortait les esclaves et on les amenait sous un arbre. Et c'était sous cet arbre que se tenaient les enchères publiques. Et ça existe encore à Ouida. Et sous un arbre est toujours le même arbre. C'est un endroit très mystique. Et l'arbre est toujours un arbre sacré et qui est encore debout et qui sert en vérité aujourd'hui une sorte de patrimoine pour nous. En suivant la rue qui part de la place aux enchères, vous emprunterez la route des esclaves.
Elle vous mènera jusqu'à la côte. Plus de 2 millions d'Africains, enchaînés les uns aux autres, ont parcouru ces quelques kilomètres qui les forçaient à un exil définitif. Symbole du passé douloureux du Bénin et de l'Afrique, la porte du non-retour. La famille Dia a décidé d'accomplir le chemin inverse et de quitter la Guadeloupe pour venir s'installer au Bénin. Nous sommes revenus ici en 1997, le 15 avril exactement. Pour nous, c'est la dernière adresse où nos ancêtres sont passés. Nous avions gardé ça en nous. Et c'est vrai que notre génération, la 4e après l'abolition de l'esclavage, et nous savions que le seul endroit où on pouvait agir encore de façon positive, de façon correcte, c'était sur notre continent. Érigée et inaugurée par l'UNESCO en 1995, la porte est pour la famille Dia celle du grand retour. Une prophétie à accomplir. Une porte à 2 battants. Hein. Elle a un battant départ et elle a un battant retour. Donc, porte du non-retour, c'est vraiment pour ceux qui sont partis. Maintenant, ils reviennent de façon... Leur âme revient par la nôtre, par nous qui sommes présents ici. Le plus important pour nous, c'est de faire mentir la porte. On dit non-retour, nous disons grand retour, parce que nous sommes là. Nous avons un devoir aujourd'hui, c'est de retourner chez nous, parce qu'après avoir développé l'Occident, eh bien, nous avons un devoir aujourd'hui de savoir que nos mains ont manqué, et donc il faut que nous réinvestissions nos mains vraiment sur le continent. À quelques encablures de l'histoire, l'avenir. La famille Dia travaille depuis son retour avec les habitants de Ouida pour promouvoir l'artisanat local en utilisant les ressources à disposition. Alors c'est fait à partir d'une noix de coco, ils ont découpé, et c'est en fait un plus qu'ils ont apporté à l'enseignement que je leur ai appris pour l'utilisation des calebasses et de la noix de coco. Je leur ai appris la base, maintenant eux, ils ont évolué. Ils évoluent, voilà, ils ajoutent. Merci beaucoup. Bravo à vous. Le but de la famille Dia, former des artisans qui contribuent à l'économie locale. C'est bien les jeunes. Continuez et apprenez aux plus jeunes. Les plus jeunes pour lesquels les Dia ont ouvert Écolo Dia. Une école offrant un complément à la formation scolaire classique. Asante Tedja, les enfants. En fait, il y a le cursus de l'éducation nationale du Bénin auquel nous avons ajouté d'autres matières telles que l'histoire panafricaine, parce qu'il faut savoir qui tu étais pour pouvoir être aujourd'hui et préparer demain. Vous aimez les cours d'histoire panafricaine? Oui. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qu'on a étudié la semaine dernière? Qui se souvient? Oui. On a étudié Steve Biko. Steve Biko. Ah, Steve Biko. Le leader de la conscience noire d'Afrique du Sud, c'est ça? Oui. Comment vous voulez une éducation où on ne vous apprend pas ce que vous avez fait de bien et de valable pour l'humanité? Ce n'est pas possible, ça. Et c'est vraiment ça la priorité de l'école, c'est redonner confiance à l'enfant africain. Il faut aussi être à l'heure du temps au niveau de l'écologie. L'agroécologie, une agriculture naturelle. Car aujourd'hui, la terre ne peut plus supporter les déviances d'une agriculture industrielle. Il faut aussi savoir reconnaître dans ton environnement ce que tu peux, comment utiliser ce que la nature t'offre. Pour cela, l'emploi du temps des élèves se partage entre la classe et le jardin. On doit travailler, mais travailler quoi? On doit pratiquer l'agroécologie parce que c'est une agriculture durable, saine et durable. Parce que c'est une agriculture qui prend soin de la terre, de la santé de la terre, de la santé de l'homme, de la santé de l'air, de l'eau, de tout. Parce que tout ce qu'on fait ici, eh bien,
on le fait de façon naturelle. Tout ce qu'on veut faire dans la vie, il faut partir d'abord de A, l'alimentation, la terre. Une nation qui veut vraiment savoir que son avenir va être assuré doit d'abord s'assurer que son agriculture est prospère et durable à l'infini. Et donc, les premières plantes du jardin, ce sont les enfants. Ce sont les enfants qui sont vraiment les graines du futur. Voilà pourquoi il est important de les initier aussi à prendre soin de cette terre qui nous a été donnée. C'est un patrimoine précieux. Et donc, à la chérir, la développer et lui permettre de transmettre aussi aux générations futures. Parce que c'est de génération en génération que nous devons transmettre cette connaissance. À moins de 30 minutes de la capitale économique se trouve Porto Novo. Coincée entre Cotonou et la frontière avec le Nigeria, la capitale administrative du pays tient son nom de son passé portugais et de sa ressemblance avec la ville de Porto. Elle offre un véritable dépaysement. Cotonou-Porto Novo, c'est 32 km de route. C'est pour moi un havre de paix où on peut venir se ressourcer lorsqu'on a envie de connaître de la culture béninoise. Mais c'est surtout son héritage culturel brésilien qui caractérise la ville. Une singularité héritée des Agouda, ces esclaves affranchis du Brésil qui sont revenus s'installer au Bénin à partir du XVIIIe siècle. Moi, je suis Agouda de mère, parce que ma mère, elle est d'Acosta. Donc, je suis impliqué dans cette culture-là. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai écrit un ouvrage là-dessus, Les fantômes du Brésil. Florent nous emmène à la rencontre de ces fantômes dans le quartier historique de la ville. Vous avez une bonne partie du quartier où ont été érigées des maisons des Afro-Brésiliens. D'ailleurs, si on voit bien les façades de ces maisons-là, les noms qu'on y voit, ce sont des noms des Afro-Brésiliens. Ici, il y a de Souza. Et puis, cette maison, mais tout est tombé en ruine parce que derrière, il n'y a pas eu une assistance pour pouvoir maintenir le bâtiment en l'état. On est malheureux. On est malheureux de constater qu'il n'y a pas eu de suite dans la vision des enfants, des héritiers, qui devraient en principe perpétuer l'histoire de leur communauté. Mais l'édifice le plus important et monumental de la culture Agouda reste la mosquée centrale de Porto Novo. Érigé entre 1911 et 1935, ce monument est unique en Afrique. Il témoigne du mélange des cultures propres aux Agouda et à leur histoire. Ils sont revenus et ils ont voulu reconstruire parfois certains bâtiments à l'identique, tels qu'ils les avaient vus là-bas au Brésil. Et donc, ils ont vu à Bahia, de Salvador de Bahia, eh bien, une église de cette forme-là qui les ont inspirés. Ils ont estimé qu'il fallait en faire la réplique ici. Elle marque l'identité de Porto Novo. Hein. Et elle marque également l'identité du Bénin. Une œuvre architecturale hybride qui se distingue par sa richesse et son raffinement. Ici, il y a toute une combinaison de styles. Hein. Il y a le style arabe, avec à chaque fois les arcades. Et puis, il y a la forme pyramidale d'un clocher. Mais là encore, le temps fait son œuvre. C'est déplorable de constater que aucun effort véritable n'est fait pour entretenir ce lieu. Regardez un peu les ardes que l'on constate sur la façade. Et puis, le toit est en train de s'effondrer. Et si le toit s'effondre, ça veut dire tout simplement que c'est une partie de notre histoire qui s'effondre aussi et qu'on perd. C'est
inimaginable qu'on en arrive là. Mais on le laisse là parce qu'on n'a pas confiance justement en ce que la culture est une porte ouverte sur le monde. La culture, notre propre culture, c'est notre identité. C'est ça qui fait qu'on est unique au monde. Ce qui fait notre identité à nous, ce sont ces choses-là. Ce qui raconte notre histoire, ce sont ces choses-là. Et on ne fait rien pour préserver la continuité de cette histoire-là jusqu'à aujourd'hui. C'est dommage. La préservation des archives et du patrimoine historique béninois, c'est justement la mission de l'École du patrimoine africain. Créée en 1998, il s'agit d'une institution autofinancée et non soutenue par l'État. C'est un espace de savoir pour faire prendre conscience aux Africains et à leurs États de la nécessité justement de mettre la culture au cœur du développement. Parce qu'il faut que les gens soient capables un jour de pouvoir dire oui, c'est mon patrimoine, il faut absolument que je le défende. Depuis toujours. Comment vas-tu? Ça va. Grand frère. Oui. Qui oublie ses petits frères? Tu vois, non? Archiviste et gestionnaire du patrimoine à l'EPA, Franck s'est donné pour mission de remettre la culture et l'histoire au centre des préoccupations de ses compatriotes. Quand même, je dis, si vous voulez des pros, demandez-nous. On a des adresses qu'on peut vous donner. Sa mission du moment, la numérisation des archives du béninois Cosme Dossa, photographe officiel du premier président, Hubert Maga. Un fonds composé de 15 000 négatifs qui témoignent d'une époque. Il y a des photos qui, quand on les regarde tout de suite, on sent que c'est des photos intéressantes et importantes. Et donc, ici, par exemple, c'est une photo le 1er août 1960. Donc, c'est la fanfare, la gendarmerie nationale, qui est en train d'exécuter l'hymne national. Et ça, c'est une photo qui montre un peu les réjouissances qui ont précédé, en fait, la session ou le discours. Voilà, chez les officiels. Ce qui est frappant, c'est le vêtement avec le chapeau. Le chapeau, oui. Exactement, le colon tel qu'on l'a toujours représenté. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le travail que font ces archivistes de la mémoire est impressionnant. C'est absolument fabuleux de tomber sur ces photos-là. Et ça témoigne du fait que lorsqu'on met à la disposition certains moyens pour nos compatriotes, ils peuvent vraiment faire le travail, nous faire vivre justement un pan de notre histoire. Non seulement pour nous-mêmes, mais également pour la postérité. L'objectif principal de l'EPA est de permettre une réappropriation de leur histoire par les Africains. Une préservation africaine d'un patrimoine africain pour un futur africain. Si on doit attendre nécessairement que ce soit les autres qui viennent le faire pour nous, ils disent et ils racontent ce qui les intéresse. Ils choisissent les angles qui leur font plaisir. Et donc aujourd'hui, oui, on essaye de dire à l'Africain qu'il doit retrouver non seulement sa dignité, mais sa fierté. Il faut des institutions fortes, mais également il faut des hommes forts, des hommes conscients de cet enjeu-là. Une conscience à développer dès le plus jeune âge. La Fondation Zinsou, spécialisée dans l'art contemporain, agit dans ce sens. Avec 380 écoles partenaires en 12 années d'existence, le bus de la Fondation sillonne les rues de Cotonou pour faire découvrir l'art contemporain aux élèves des établissements les plus défavorisés et les plus lointains. C'est ici que Mylène Flika, blogueuse et consultante en stratégie digitale, a découvert l'art contemporain.
C'est grâce à la Fondation que moi, j'ai appris à développer une sensibilité avec l'art en général. Durant les ateliers, un guide conduit les élèves à travers les différentes salles d'exposition en leur donnant des clés de compréhension des œuvres. L'artiste voudrait dire avec cette œuvre-là que partout où on est dans le monde, il y a toujours un horizon différent devant nous. Le but, leur donner une nouvelle manière d'appréhender l'art. Ils voient que l'art qu'on leur décrit dans les classes n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est vraiment quelque chose qui est moins carré, quelque chose qui est moins formel. C'est quelque chose qui est laissé à l'esprit. C'est un apprentissage pour la jeune génération. Un apprentissage que la Fondation propose aux plus jeunes avec l'atelier de création des petits pinceaux. Ils se laissent aller sur une feuille blanche, ils exercent leur créativité, ils laissent libre cours à leur imagination pour créer des œuvres qu'ils ont peut-être vues déjà dans la Fondation, mais aussi qui partent de leur cœur vers leur feuille. Bonjour. Ils partent avec une vision du monde qu'ils n'avaient pas en venant. Ils partent avec des notions émotionnelles, des notions sensorielles et des notions culturelles qu'ils n'avaient pas. De nouvelles notions pour ouvrir de nouveaux horizons, changer la perception de soi et de sa propre culture. Dans cette même optique, la boutique de la Fondation propose exclusivement des objets inspirés de la culture béninoise. C'est de sortir vraiment, de particulariser ces expressions. Parce qu'on n'a pas l'impression qu'elles sont particulières à notre culture jusqu'à ce qu'on sorte de l'extérieur et qu'on se mette à parler, on se dit ça c'est un béninois. Il n'y a que les béninois qui disent bonne assise, c'est génial. Moi je vais en prendre un encore. Livres, cartes, bracelets, cahiers, badges. La tradition s'affiche sous un nouveau jour. Tout ce qu'on a aussi, c'est notre culture, on peut la vendre, on peut utiliser cela pour être mis en valeur internationalement. La valorisation de la culture béninoise et des Béninois, c'est le dénominateur commun entre la Fondation et Mylène. En 2014, elle crée le site internet Irao. Irao, ça veut dire étoile en langue nago du Bénin. Ce sont des personnes, des rôles modèles qui, à travers leur parcours, à travers leur histoire, mais surtout à travers une vision unique à eux-mêmes de la vie et du monde, ils inspirent d'autres jeunes Africains à transcender leur réalité, à transcender la fatalité et à essayer de réaliser des choses extraordinaires. Mylène nous amène à la rencontre de l'un de ces Irao. Située à quelques pas de la Fondation, la boutique d'Ayelan propose des produits traditionnels remis au goût du jour. C'est une valorisation de ce qui constitue, je vais dire, l'identité même des Béninois. Et ce sont des jeunes qui ont entrepris cela. Par exemple, sur la bouteille, il est écrit « Spiritueux traditionnel du Bénin ». Mais c'est modernisé, quoi. Le meilleur exemple de cette gastronomie revisitée est un snack à base d'arachide. Le plukli qui est une galette béninoise qu'on consommait de manière traditionnelle et tout, et qui a été revisité par un jeune entrepreneur. Je te laisse goûter. Derrière cette initiative, Régis Eza. Il a utilisé aussi un élément culinaire, quelque chose que nous mangeons tous et qui fait partie de notre quotidien. Il a sorti cela, il a travaillé la manière dont c'est présenté, la manière dont c'est vu, et il le présente aujourd'hui sous forme d'un snack que beaucoup de personnes raffolent et qui se vend un peu partout dans le monde. Ça pourrait peut-être se transformer en une grande boutique du Made in Bénin. Le but, c'est d'en arriver à quelque chose qui serait un lieu incontournable lorsqu'on veut faire des achats typiquement béninois. Merci à toi. C'est super gentil. Merci vraiment. Merci vraiment d'avoir fait tout ça. C'est le début. Le plus gros succès de l'entrepreneuriat béninois de ces dernières années reste celui de l'enseigne de prêt-à-porter Nana Wax. Tous ceux qui visitent le Bénin, je les amène ici parce que pour moi, c'est vraiment l'un des lieux à voir quand on est à Cotonou. Pour voir comment est-ce que le wax a été transformé dans sa définition première pour donner des créations aussi belles. À l'origine de cette marque de prêt-à-porter africaine et de cette transformation du wax, Maureen Haïté. L'idée de créer Nana Wax m'est venue du fait que j'avais créé une page Facebook quand j'étudiais à Paris.
qui s'appelait J'aime le pagne de chez moi, où je montrais les créations de tout le monde, de tous ceux qui faisaient des trucs en wax que j'aimais bien. Et les gens me demandaient où est-ce qu'on pouvait acheter. Je disais, en fait, c'était pas à vendre. Et quand je suis rentrée à Cotonou un été, pour me faire un peu d'argent de poche, je me suis dit, les tenues qui ont eu le plus de likes, le plus de demandes, je vais en reproduire une dizaine et les amener à Paris, vendre, et ça me fera de l'argent de poche. Avec 5 boutiques à travers le continent, Nana Wax a pour ambition de devenir le Zara africain. Quoi qu'il advienne, le pari est réussi. On s'est rendu compte que ça a créé une sensation d'émulation. Beaucoup de jeunes filles ont eu envie de lui ressembler. C'est beaucoup d'icônes dont nous révélons les histoires et qui donnent à la jeunesse africaine féminine, jeunesse béninoise féminine, de sortir des cancans de la société et de se réaliser pleinement. Le marché d'Antokpa a été l'étape incontournable de la réussite de Maureen. Il s'agit du plus grand marché d'Afrique de l'Ouest. On y trouve de tout. Le marché de Dantokpa pour la ville de Cotonou, c'est vraiment l'identité de la ville. C'est l'endroit le plus, je pense que c'est l'endroit le plus fréquenté de la ville. Tout autour du marché, il y a plein de petits stands, il y a des vendeurs et des vendeuses ambulantes. On vend de tout, des pièces de voitures, vous pouvez acheter un frigidaire, vous pouvez tout acheter dans le marché. Mais ce qui fait la renommée du marché, c'est la vente en gros et au détail de tissus. Le bâtiment principal est consacré uniquement à cela. Maureen y retrouve Salomé, qui fournit Nana Wax en tissu depuis le premier jour. Oh, soyez les bienvenus. Ça va, Tata? Comment tu vas? Ça va bien. Ça va bien? Ça fait longtemps, hein, c'est mon tissu. Vraiment? Mais oui. Et la vente chez toi? Ça va, ça va. Ça va, ça avance? Oh. Tu as des nouveaux pailles pour moi, les regraver? Oui, tout ça, là. Diana. Je vais beaucoup acheter des tissus chez Tata Salomé, même s'il y a des dizaines de revendeuses dans le marché, parce que parce qu'elle est sympathique. La première fois que je me suis arrêtée chez elle, c'était par hasard. Elle était tellement gentille. Je voulais pas m'arrêter, elle a insisté, elle a été super gentille, je me suis arrêtée. Et elle a des imprimés qu'on retrouve pas chez d'autres, en fait. Elle fait commander des coloris que j'aime beaucoup, qui vont bien avec les idées que j'ai dans ma tête. Donc, c'est pour ça que j'achète vraiment chez elle. C'est vraiment une dame formidable qui, vraiment, pour moi, est une source d'inspiration. Ça te plaît? Oui, celui-là, j'aime bien, le bleu, là. Tu as aimé? Bleu, ouais, mais ça va beau. faire des super tenues. C'est des regravures, ça. Ouais. Dans les années 70, les Nana Benz togolaises avaient fait fortune en inondant le marché africain de tissus imprimés wax. Salomé est fière de voir une nouvelle génération reprendre le flambeau. Pour ce qu'elle fait là, moi je suis contente. Très contente même. On ne dirait pas. Elle fait de ses sacs, chaussures, ceintures, tout et tout. Quand je rentre dans sa boutique, je suis épatée. Franchement, je suis épatée. Et Salomé n'est pas la seule à être épatée. Le wax et la mode africaine s'affichent sur les podiums des plus grands défilés. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent en disant que l'Europe veut nous voler notre identité. Au contraire, ça fait la publicité du continent, ça fait la publicité de la mode africaine. Il y a même des Africains qui sont en Europe qui avant disaient « Ah non, moi je ne mettrais pas du wax pour aller travailler en Europe ou pour aller à un gala, à un événement. » Mais aujourd'hui, ils sont fiers de le porter. Aujourd'hui, moi je suis fière de voir ça. Le wax, l'ambassadeur de tout un continent, l'étendard d'une fierté retrouvée. On doit aller montrer à la face du monde entier ce que représente l'Afrique à travers le Bénin. La musique peut faire ça, notre musique peut faire ça. En attendant son prochain concert à l'étranger, c'est dans les rues de Cotonou que le gangbé reste connecté à ses racines. Alors que la nuit tombe, un concert s'improvise dans la pure tradition des brass bands. On nous jette dans un public et voilà, on prend le corps du public là, on prend l'ambiance avec le public là, on joue avec les gens. Cotonou by night, c'est vraiment une ville de fête.
quand on atterrit à Cotonou, on débute une expérience. On a du plaisir à y être. C'est une ville chaleureuse où on peut non seulement faire la fête, mais en même temps, on n'oublie pas le travail qui nous attend. Continuer justement à rentrer dans cette dynamique de jeunes qui rentrent pour bâtir le Bénin et l'Afrique. On montre toujours la misère en Afrique. Et nous, aujourd'hui, on peut montrer une image différente de l'Afrique. On doit remontrer les choses telles qu'elles sont. On peut vivre en Afrique, nous voulons vivre en Afrique et nous voulons que nos enfants vivent en Afrique. Cotonou, ville symbole, symbole de tout un continent qui, durant des siècles, a vu ses enfants être déportés par la traite. Symbole d'une Afrique méconnue qui cherche à s'affranchir des clichés. Une Afrique qui vous dit tout simplement bonne arrivée et bonne assise.